Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on s'enflamme pour Asdin Abs. Salut Asdin, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Petite entrée sur du Adele, pour toi. Ouais. Une musique que t'aimes bien. J'aime bien écouter cette musique avant les courses pour vraiment entrer dans ma bulle. Quand je suis dans le bus pour aller au stade. Pour te matrixer un petit peu avant la course. Exactement, ça calme, ça fait redescendre un petit peu la pression. Je te présente Asdin pour nos téléspectateurs. Tu pratiques l'athlétisme et tu brilles sur une distance mythique, le 1500 mètres. Tu es recordman de France, 6e meilleur performeur de l'histoire. Également triple champion de France élite, 2 victoires en Ligue de Diamant, vice-champion d'Europe en salle. Et ça, juste sur 1500 mètres. C'est déjà un beau palmarès. Hein. Oui, merci. Ouais, qui va encore être étoffé, évidemment. J'espère. Bah oui, je l'espère aussi pour toi. Si tu devais décrire le 1500 mètres en quelques mots, tu dirais quoi, Asdin? Je dirais que c'est un mélange de endurance et vitesse et beaucoup de lactique. Beaucoup de lactique. Beaucoup trop de lactique ou... Le dernier 200 mètres, oui. Ouais, le dernier 200 mètres. Ce qui est l'une de tes forces d'ailleurs. Hein. Toi, tu finis fort souvent tes courses. Je finis fort souvent quand je suis vraiment bien, que je suis à 100% de mes capacités. Bon, on est dans une émission qui s'appelle On s'enflamme. Est-ce que, Asdin, toi, tu es du genre à t'enflammer sur tes courses? En fin de course, oui, je m'enflamme. Et ça m'arrive aussi de m'enflammer sur des courses où j'ai pas très bien géré, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bon, pour nos téléspectateurs, vous allez halluciner chez vous devant votre écran. Tu cours le 1500 mètres en 3 minutes, 27 secondes et 49 centièmes. Donc plus de 26 km/h de moyenne. Pour vous donner un petit ordre d'idée, t'es en ville, tu suis quasiment les scooters, quoi, globalement. Oui, c'est à 1500 mètres, pas plus. Pas plus. Non, mais c'est quand même hallucinant. Je pense que les gens se rendent compte un petit peu chez eux. Essayez, hein, si vous avez une salle de sport, vous mettez sur un tapis de course. Déjà, juste à 15 km/h, je pense que c'est compliqué. Donc 26 km/h, c'est complètement dingue. Je ne me rends pas compte, mais je pense oui. Ouais. Bah, tu dois t'en rendre compte peut-être quand on parle aux gens qui ne sont pas dans le milieu, non? Oui, quand on parle avec les gens qui ne sont pas dans le milieu, justement, ils disent « Ah ouais, c'est hallucinant, 26 km à l'heure, c'est incroyable. » Mais... Toi, c'est devenu une habitude. Bah non, pas une habitude, mais c'est juste, je connais et ça devient normal, je pense, pour moi, de courir à cette vitesse sur 1500 mètres. Ouais, c'est devenu un automatisme. Est-ce que tu serais capable, toi, même sans chrono, sans montre, de savoir à la vitesse à laquelle tu cours, tellement tu as imprimé l'allure avec tous les entraînements que tu as fait, etc. Oui, avec mes coachs, on travaille ça. Sur des lignes droites, par exemple, il m'annonce un chrono, par exemple, 14 secondes au 100 mètres, c'est 3,30. Ouais. Et il me dit 14, et il faut vraiment être le plus proche à 14 secondes. Et ça m'arrive souvent de faire vraiment 14,00 en fait. Ah ouais, ok, ouais, tellement tu connais ton corps, tes sensations. Exactement, et aussi grâce à l'entraînement et répétition, c'est comme un pianiste, à force de jouer, à un moment il ne regarde plus les touches, c'est pareil, moi je ne regarde plus, juste à la sensation et souvent ça marche bien. Alors la petite question traditionnelle que je pose à tous les invités qui sont dans ce canapé à ta place, quelle est la dernière fois que tu t'es enflammé, Asdin? Ça peut être en course ou complètement ailleurs. Hein. Alors, la dernière fois où je me suis enflammé, je pense que c'était au championnat de France cet été, et on était 7 athlètes à avoir réalisé les minima pour les championnats du monde. Il n'y avait que 3 places. Et je suis arrivé sur la course et je me suis enflammé. Je suis parti devant, j'ai dit je vais voir ce que ça va donner, mais je vais aller, je vais mener la course. Et je me suis mis devant et Alors, finalement, c'est très bien passé. je vais te poser plein de questions dans cette émission, Asdin, on a du temps ensemble. Mais la toute première question, c'est pas moi qui vais te la poser, ce sont ces 2 femmes, regarde. Coucou Asdin. Du coup, on voulait te poser une question parce qu'on sait que tu aimes bien ça et que ça nous fait beaucoup rire. Quelle est ton expression française préférée? Alors déjà, Asdin, est-ce que tu peux nous dire qui sont ces 2 jeunes femmes et après répondre à la question? Alors, ces 2 jeunes femmes, déjà, c'est un
un des meilleurs athlètes sur le 1500 et sur 800 mètres femmes, donc Anaïs Bourgoin et Bérénice Clémerle. Et c'est mes potes parce qu'on se connaît depuis un moment et on aime trop en fait répéter des expressions françaises et chaque fois en stage on note ça et c'est notre petit jeu, donc j'en ai plein et même Anaïs aussi et Bérénice. Donc la préférée, c'est laquelle? C'est la question. Hein. Ma préférée, c'est celle de c'est celle d'Anaïs, pour dire que quelqu'un il se prend pour, on va dire, pour un prince, un truc comme ça. Elle dit il roule du mécanique, je pense. Okay. C'est ma préférée parce qu'elle le dit souvent et elle le répète souvent. Voilà. Là, c'est pas mal. On les salue et je les remercie. Je remercie Anaïs qui m'a été d'une grande aide. Hein. Médaillée de bronze européenne quand même sur 800, demi-finaliste aussi des JO de Paris. Tu sais quoi, Asdine, on va s'enflammer tous les deux ensemble, ok? Allez, c'est parti. C'est parti. On va allumer le feu. Alors, dans cette séquence, on va en apprendre un peu plus sur toi. Asdine, toi, tu es né, tu as grandi au Maroc, dans une famille d'agriculteurs. Donc, on est loin de l'histoire du gamin repéré très très tôt, qui allait dans un club structuré. Tu as commencé quand même sur le tard. Au début, c'était juste les crosses scolaires, comme beaucoup de monde. Tu n'étais pas un fanatique de course à pied. Non, en fait, j'ai essayé plein de sports en équipe. Donc, handball, volleyball, basket. Ouais. Et je me suis rendu compte vite que j'ai pas une personnalité pour jouer dans une équipe parce que j'aime pas perdre. Et souvent, à l'époque, je m'embrouille avec mes potes de classe quand on perd. Et j'ai commencé à chercher. Et comme au Maroc, on n'a pas souvent beaucoup de stades, beaucoup de moyens pour faire d'autres sports, j'ai choisi le sport le plus simple à pratiquer, c'est la course à pied. Et ça, c'est venu après la finale du 1500 mètres à Athènes de El Guerrouj contre Bernard Lagat. Et quand j'ai vu cette ligne droite, je me suis dit, en fait, c'est ça que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment à courir déjà en cross scolaire. Ça a commencé comme ça. Et après... Et tu sens tout de suite que tu as des prédispositions, que tu peux exceller dans ce domaine quand tu fais des crosses scolaires ou non, pas encore? Non. Vraiment, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans pour intégrer l'équipe du collège parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, tous les jeunes, ils ont du talent en fait. Et moi, je me souviens, je faisais 6 km aller, 6 km retour. Donc ça fait dans la journée 24 km en vélo. Ok. Ouais. Et on fait de la course avec mes potes pour aller vraiment au collège. Et tous les athlètes, tous les enfants, ils sont forts, ils sont talentueux. Oui, c'est un moyen de déplacement, quoi. Hein. Et exactement. Et j'ai mis 2 ans pour intégrer l'équipe du collège. Donc, c'était pas vraiment facile. Ouais. Et c'est parti de là, vraiment l'amour à la course à pied. Et après, une fois, je suis arrivé en France en 2012 pour rejoindre ma mère qui était installée, qui est installée toujours dans la région parisienne. J'ai pris une licence course à pied et c'est parti comme ça. Je me dis, il y a quand même des enfants qui étaient au collège avec toi qui doivent se dire à l'heure actuelle, moi au collège, j'étais devant Asdine. Là, c'est quand même pas mal de pouvoir le dire. Il a galéré pour intégrer l'équipe et moi j'étais devant. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Ça m'arrive de les croiser quand je rends visite à ma famille au Maroc. Et maintenant, c'est des pères de famille, ils ont pris du poids. C'est un peu différent. Et oui, ils regardent mes courses à la télé et tout, et ils sont juste impressionnés. Mais je pense qu'ils ont continué aussi à s'entraîner. Ils ont fait pareil, je pense. Donc l'arrivée en France, en effet, là tu prends ta première licence, tu découvres aussi finalement ce qu'est un club structuré, les planifications d'entraînement et tout ça, c'est une découverte pour toi. C'est une découverte et en même temps, je suis arrivé, pour moi déjà d'avoir un stade, d'avoir une piste, c'était incroyable parce que je pense quand j'étais au Maroc, j'ai fait
une fois où j'ai couru sur une piste, c'était sur un championnat scolaire, sur 1000 mètres. Et c'est partir de là où j'ai intégré une équipe, on avait un coach, des entraînements et au fur et à mesure, j'ai progressé. Ouais. Oui. Et un sport aussi qui t'a permis d'apprendre la langue, parce que bon, là c'est hyper impressionnant, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es arrivé en 2012, tu parlais pas un mot de français. Quand je suis arrivé en 2012, oui, je ne parle pas un mot de français. J'ai essayé je me suis inscrit à l'université Paris 8 pour continuer mes études après mon bac. Mais je n'ai pas réussi parce que la barrière de la langue, elle était importante. Et je me suis dit, j'ai cherché, j'ai trouvé un travail alimentaire pour aussi être autonome et sortir de chez ma mère. Et à partir de là, ça m'a permis déjà de voyager, de rencontrer d'autres personnes parce que quand je suis arrivé en France, j'ai laissé toute ma vie au Maroc. J'avais 19 ans, j'ai tous mes potes au Maroc. Là, je pars de zéro. Il faut tout construire, il faut apprendre la langue et il faut aussi s'intégrer dans la société française. Et il y avait... j'ai fait des progrès et la course à pied, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pourquoi tu as fait ce choix juste du coup de quitter le Maroc pour arriver en France? Là, tu me dis que tu quittais un peu tout le monde, quoi, tous tes amis. Alors, le choix, il était pour rejoindre ma mère. Pour rejoindre ma mère et aussi pour continuer mes études parce que j'ai eu mon bac en Maroc et je voulais vraiment changer, voir autre chose et aussi je me suis dit peut-être en France je vais reprendre la course à pied. C'était déjà dans un coin de ta tête quand même. Oui, j'ai dit peut-être comme là-bas ils ont les moyens, peut-être je vais reprendre la course à pied. Alors toi, tu as une trajectoire assez spéciale, Asdine, parce que d'habitude, quand on commence l'athlétisme, on démarre sur la piste, puis après, un peu plus tard, on va sur la route, on fait du 10 km, du semi, du marathon. Toi, tu as plutôt commencé par la route, tu es champion de France d'ailleurs de semi-marathon en 2018, voilà. Et puis après, tu vas découvrir la piste. Oui, j'ai commencé dans un club dans le 93, vraiment en 2013. Ma deuxième licence, parce que la première c'était dans le 92 où je ne suis pas resté longtemps. Et je suis tombé dans un club où l'hiver c'est les crosses, l'été c'est la route et semi-marathon 10 km. Et en fait, moi je connaissais pas. Oui, on ne te propose même pas la piste en fait. Non, c'est comme ça, c'est un club et c'est depuis 20 ans c'est comme ça. Et moi je suis arrivé, j'ai dit je fais ce qu'ils font les autres et c'est comme ça. Et au bout de... mon objectif c'était vraiment de faire une sélection en équipe de France. Et en 2018 j'étais naturalisé. Octobre j'étais champion de France sur semi-marathon. Et 2019, c'est là où vraiment tout a changé. J'ai essayé le 1500 mètres et j'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé cette sensation de vitesse et aussi ça ne dure pas longtemps et dans un endroit où vraiment il y a de l'ambiance, alors que c'est un semi-marathon, on part, on sort de la ville, on revient. C'est sûr, oui. Et en 2019, j'intègre le groupe demi-fond à l'INSEP et je rejoins mon ancien coach et mon coach actuel aussi, Philippe Dupont. Et à partir de là, je commence à progresser. Et 2019, je suis arrivé avec 3,38 sur 1500 mètres et maintenant 3,27. Donc j'ai... Oui, déjà beaucoup de... Parce que je crois que ton tout premier 1500 avec un peu d'entraînement, c'était en France d'ailleurs, à Lyon, tu fais 3,40. 3,40, ouais, voilà. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est déjà assez extraordinaire. Hein. Et en plus, c'était à l'époque où il n'y avait pas de pointe carbone, Voilà. donc, et mon deuxième, 3,38, c'était à Marseille. Ouais, donc non, c'est... Ouais, c'est costaud. Et c'est à ce moment-là, Asdine, que tu te dis, ok, moi je pense, en tout cas j'ai l'ambition de devenir un champion et pas juste un bon coureur. Non, quand j'ai fait 3,38, je savais que j'avais pas de niveau mondial. Je regardais à l'époque. Dans ta tête, quoi, dans oui, mais je voulais progresser, mais j'ai jamais pensé courir moins de 3,30. Ouais. J'ai dit un jour, peut-être, même quand j'ai parlé la première fois avec mon coach,
pour intégrer l'INSEP, j'ai dit ouais, t'en penses quoi? Il m'a dit tu fais combien? J'ai dit bah 3,38 et il m'a dit bah avec l'entraînement, je pense on peut s'approcher en 3,34. Et aujourd'hui même lui il est impressionné, il m'a dit vraiment c'est incroyable ce que tu le fais et pourtant il a vu des athlètes, il a coaché des athlètes des médailles, Mikissi, McLaughlin. Des athlètes vraiment de haut niveau. Pierre-Ambroise Boss, c'est un 800 mètres. En tout cas, bon, à cette période-là, tu ne te dis pas je vais être un champion, mais un champion t'a énormément inspiré. Et Thomas Sinecki va nous en parler dans cette émission tout de suite. Merci pour les applaudissements. Sous les applaudissements, c'est quand même pas mal. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Thomas. Oui, alors, un champion. Bon, si on cherche le plus grand athlète de l'histoire du 1500 mètres, alors je savais que je ne prenais pas beaucoup de risques déjà, a priori, si je te demandais, mais alors, ce que tu viens de dire il y a quelques minutes, j'en prends encore moins. Asdin, le plus grand athlète de l'histoire du 1500 mètres, c'est Hicham El Guerrouj. évidemment Hicham El Guerrouj. Voilà, un vrai parallèle, bien sûr, entre vous deux, puisque vous êtes tous les deux nés au Maroc. Alors, si je te demande quelle est la plus grande course de l'histoire, je ne prends pas beaucoup de risques non plus, puisque tu viens aussi d'en parler. Selon toi, tu confirmes? C'est la finale à Athènes, Serbie 500 mètres. Des JO 2004. Oui, il gagne sa première médaille d'or au jeu, parce qu'il était champion du monde plusieurs fois. Et je pense que c'est le contraire de Jacob. Jacob, il est champion olympique, mais il n'est pas champion du monde, Serbie 500 mètres. Et le rouge, c'était... Jacob Ingebrigtsen, le Norvégien. Le Norvégien, oui. La dernière chance du roi Hicham à l'époque, c'était ça. On le voyait vraiment comme la dernière chance face à Bernard Lagat. Alors le reste, en vrai, ne se passe pas de commentaires parce que celui de Patrick Montel nous met toujours autant de frissons. Allez réécouter la course, vous la trouvez facilement sur YouTube et autres, c'est encore exceptionnel, ça met les poils. Ah oui, clairement. Franchement, la dernière ligne droite commentée par Patrick Montel, c'est vrai, non? Oui, mais quand il dit Hicham il est grand, Hicham il est très grand. Et la résistance dans la dernière ligne droite et comment il la commente, c'est fabuleux. Hein, fabuleux. Je pense qu'il se souvient en fait des autres courses où il a perdu, je pense, et là il a mis le dernier kick qu'il avait. Et pour vraiment prendre sa première médaille et le 1500 mètres au jeu. Et moi j'étais gamin, je ne connaissais même pas en fait le 1500 mètres, mais comme il était Hicham et il représente tous les Marocains, on était tous derrière Hicham. Et d'un point de vue technique, cette résistance là, sur la dernière ligne droite, parce qu'on le voit, Lagat va passer. Lagat va passer, il va encore rater. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu vois cette dernière ligne droite? Parce que clairement, il résiste. Là, il ne va pas justement le dépasser. Il résiste. En fait, je pense que ça joue déjà mentalement avant le physique. Physiquement, on est tous au bout parce que la ligne droite, on vient de faire 1400 mètres à fond. Et la dernière ligne droite, je pense que ça joue vraiment en mental parce que tu sens la présence de la personne, tu mets le dernier kick, tu remets encore. Et en fait, à la fin, tu espères juste que la personne ne revienne pas. Et alors, en plus, au niveau mental, la folie, puisque 96, la chute. 2000, la deuxième place. Et là, voilà, après 2004, enfin, mais dans cette dernière ligne droite, qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête? Bon, on ne va pas se demander de te mettre à sa place, mais ça doit être absolument fou quand même. Je pense qu'il a travaillé... Je pense, moi, je n'ai pas eu l'occasion de... on s'est déjà croisés, on a discuté à Bruxelles l'année dernière, mais je n'ai pas eu l'occasion vraiment de discuter plus avec lui sur ça, mais je pense qu'il a travaillé le mental pour ne pas vraiment penser à ça sur la dernière ligne droite, parce qu'on voit 2000... tout le monde dit Hicham il va gagner et le retour de Nguyen, je pense, le Kenyan, ça l'a assommé en fait. Et alors vous vous êtes déjà rencontrés, tu disais justement? Oui, on a un ami en commun et on s'est déjà rencontrés. On s'est croisés l'année dernière à Bruxelles. Il est venu à la Diamond League de Bruxelles et on a discuté un petit peu, mais je voulais pas vraiment. Il était sollicité et moi aussi, je viens de finir une course où j'étais vraiment mort. Mais je pense qu'on aura vraiment l'occasion de discuter plus tard. Ça devait être fou pour toi quand même. C'est la première fois que tu le croisais? C'était la première fois. On se croise. Maintenant, il est plus dans la course à pied. Il est vraiment dans les affaires. Et là, il est venu. On s'est croisés. On a discuté un petit peu. Ça va, tu as réussi à... C'était pas l'idole où j'ai pas réussi à lui décrocher un mot. Tu as réussi à... Non. rester en bloc.
Au contraire, comme on parle la même langue, et c'était simple. Et vraiment, moi, je le vois, je le respecte beaucoup parce qu'avec tout ce qu'il a fait, ça m'a beaucoup, ça m'a inspiré et ça a inspiré même d'autres jeunes aussi pour faire le 1500 mètres et l'athlétisme. Et non, j'étais pas plus impressionné que ça. Bravo, pas forcément facile. Si on revient à 2004, donc je ne me trompe pas, quelques jours plus tard, en plus, c'est l'apothéose avec le doublé sur 5000 mètres. C'est le seul après Pavot-Nurmi. Alors, c'est l'année Paris 24, mais Paris 1924. Hein, voilà. Donc, Asdine, tu seras le troisième peut-être à faire doubler 1500, 5000, pardon. C'est pas dans les projets, mais pourquoi pas. Hein. Ouais. Non, mais ça t'inspire quelque chose. Il est visionnaire. Hein. Quand il dit quelque chose, ça se réalise. Ça arrive. Ok, on va voir pour 2000, peut-être même 32. Allez. À Brisbane. Ça t'inspire un peu à doubler sur 5000 ou pas forcément pour les JO. Voilà. Oui, pourquoi pas. Cet hiver, j'ai doublé sur 1500, 3000. Ça a réussi, j'ai fait 2 médailles. Donc, pourquoi pas. Hein. C'est maintenant, de plus en plus d'athlètes doublent. Et s'il y a de la place, parce qu'en France aussi, on est bon, c'est sur 1500 et sur 5000, il y a des athlètes qui sont vraiment forts. Et donc, si je ne prends pas la place d'un autre athlète, pourquoi pas? Si on finit sur le roi Hicham, on est aussi obligé de mentionner 6 ans plus tôt l'incroyable millésime 1998. Alors 98, c'est les Bleus champions du monde de foot. C'est la naissance de Lucien Jarron. Et quand même. Et c'est le record du monde de Hicham El Guerrouj à Rome. À Rome, ouais, 3,26 €. 3,26 pile. Ça, c'est beau aussi. 3,26 pile. Ça, cet écart visuel phénoménal. Hein, j'ai encore revu ça. Qu'est-ce que cette course-là, toi, ce record, cette impression vraiment dans l'immensité du Stadio Olimpico, là, la caméra qui se recule et un écart. J'ai regardé cette course plusieurs fois, mais je pense que c'est juste un jour où toutes les planètes sont alignées et ça. En fait, on ne peut pas l'expliquer comme moi cet été à Paris, à Charletti, où quand j'ai fait le record de France, en fait, ça ne s'explique pas. C'est juste un jour où tout était dans la zone. Ouais, on était vraiment à la zone et ça marche. C'est un record du monde donc, qui tient du XXe siècle. Est-ce que tu sais, Asdine, sur les 8 courses olympiques sur piste, donc 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 steeples, 5000, 10 000, combien tiennent encore du XXe siècle, comme Hicham El Guerrouj? Comme Hicham, 82, non, je pense il y a le 400 aussi, non? C'est le seul. Ouais. C'est le seul, Hicham El Guerrouj, c'est le seul qui tient encore du XXe siècle, sur les 8 disciplines olympiques de course sur piste. C'est-à-dire la portée incroyable. Énorme de l'exploit. Ouais. Voilà. Tu penses qu'il sera battu un jour? Pourquoi pas? Tout est possible. Pourquoi pas? Je suis pas loin, je suis à 1 seconde et demie, donc encore plus de travail. Et oui, pourquoi pas? Mais c'est dur, mais pourquoi pas? Pas de limite, ouais. Pas de limite. Alors j'espère revenir dans quelques années pour parler de Asdine Abs au successeur d'Asdine Abs, comme on a parlé d'Hicham El Guerrouj. Voilà. Et tu seras le bienvenu. Le défi est lancé. Voilà, super. Moi ou quelqu'un d'autre, parce qu'il y a aussi d'autres athlètes dans le monde qui sont forts, qui s'approchent encore plus que moi. Des athlètes qui ont couru 3,26. Donc, oui, mais nous, on voudrait que ce soit toi. Oui. Pourquoi pas? Voilà. Pour revoir Moi aussi, je veux que ce soit moi. Avec nous. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Allez, bonne continuation. Merci, Asdine. À la prochaine, Thomas. Merci beaucoup pour cette petite chronique très intéressante. En effet, on a parlé des JO 2004. Je sais que les Jeux, c'est très important pour toi. D'ailleurs, tu as un tatouage, tu t'es fait tatouer les anneaux, hein, je crois, sur le bras droit, il me semble. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Asdine, les Jeux, mais avant même de les avoir disputés? Ça représente déjà pour moi c'était un rêve parce que c'est le rêve de tous les athlètes, c'est d'un jour de faire les Jeux Olympiques et aussi c'était vraiment en fait le jour où je suis vraiment rentré dans ce stade, c'était à Tokyo en 2021. Ouais. C'était vraiment un moment juste incroyable. Je dis enfin j'ai réussi à réaliser mon rêve d'être vraiment en équipe de France et aux Jeux Olympiques de Tokyo parce que c'était pas gagné. 2 ans plus tôt, j'étais en
3,38. Les minima, c'était 3,35,00. Et je voyais ça comme je voyais vraiment ça impossible à réaliser, mais avec le travail, avec l'équipe qui m'a suivi sur les 2 ans-là, j'ai réussi à réaliser ce rêve. Alors, tu as eu la chance, Asdine, d'être double olympien. On peut voir d'ailleurs sur ce petit visuel, donc Tokyo 2021, tu en parlais, et puis Paris 2024. Alors à chaque fois, tu es éliminé en demi-finale. On va parler de Tokyo, en effet, ses premiers jeux, mais ce qui est dingue, Asdine, c'est que c'est ta première compétition internationale, et ce sont les Jeux Olympiques. Ouais. Tu fais le plus gros d'entrée, toi, en fait. C'est assez exceptionnel quand même, de commencer par les Jeux pour ta première. Oui, pour ma première, ouais, j'ai commencé déjà ma première sélection, c'était à Toron, au championnat d'Europe en salle. Mais ma première compétition internationale, c'était les Jeux Olympiques à Tokyo. Et vraiment, j'avais rien à perdre en fait. Je suis allé comme ça, on voyait, je courais avec le champion olympique en titre. Centre-Vite, et il y avait aussi d'autres athlètes forts. J'étais éliminé en demi-finale. Pour moi, c'était un peu logique parce qu'ils ont couru sur les bases de mon record et vite, et ça m'a un peu cassé les jambes. Ça m'a un peu cassé les jambes, mais j'étais quand même content pour ma première participation au jeu d'être en demi-finale. Moi, tu as parlé tout à l'heure de cette entrée dans le stade de Tokyo. On sait qu'aux Jeux Olympiques, ça commence par les séries. Moi, je voudrais que tu me parles du moment juste avant le départ. J'ai reçu, moi, Pierre-Ambroise Boss, que tu connais bien, hein, champion du monde du 800 mètres en 2017 ensemble, à Londres. Voilà. Et Pierre-Ambroise m'expliquait qu'avant le départ, c'est un sentiment assez spécial. Un peu, en même temps, c'est plaisant, mais en même temps, on ressent un peu un vide. Toutes les émotions se mélangent. Est-ce que toi, Asdine, juste avant le départ, tu ressens tout ça aussi? Oui, pareil. C'est un moment, on est vraiment... Un peu suspendu dans le temps, non? Suspendu dans le temps, et en plus, nous, on avait un faux départ. Parce que je pense qu'un Kenyan a posé le pied sur la ligne, et du coup, il y avait un faux départ. Et ici, ce moment, il est vraiment stressant en fait, comme on est là, on pense à la course, on dit prends la dernière respiration, la prochaine ça va être dans 3 minutes 30 ou 30 minutes 40. Il y a un peu de plaisir à ce moment-là ou pas du tout? C'est que le stress qui prédomine et la montée d'adrénaline et je pense pas, moi, la peur d'échouer. En rentrant après la course, oui, il y a beaucoup de plaisir parce qu'on dit enfin. C'est fait, passage à la télé et tout, mais avant, moi, je ne sens pas vraiment du plaisir. J'ai beaucoup de stress qui domine. C'est ce moment-là, ouais. Donc Tokyo 2021, en effet, dans une course très relevée, tu es éliminé en demi-finale. Après Tokyo, combien de temps tu mets pour switcher sur Paris 2024? Est-ce que très vite, ça devient une obsession déjà dans ta tête ou tu laisses le temps faire les choses? Direct, en fait, je me souviens, on a discuté un petit peu avec mon coach, et il m'a dit, écoute, il faut switcher vite, et maintenant, la prochaine étape, c'est Paris 2024. Mais avant, il y a d'autres championnats. Il y avait Budapest, championnat du monde, il y avait les championnats d'Europe à Munich. Et après, on n'a pas vraiment parlé de Paris, mais c'était toujours... sujet où de temps en temps on parle, Paris c'est à la maison, et c'est comme c'est à la maison. Et vraiment, c'est parce que j'ai commencé l'athlète à Saint-Denis, et vraiment à domicile, je suis à 3-4 km du stade où j'ai commencé l'athlétisme, le Stade de France. Donc pour moi, c'était un rêve aussi de faire les Jeux à la maison, et c'était pas gagné d'avance. Alors tu sors des Jeux de Tokyo 2021, forcément on commence déjà à parler des Jeux de Paris, mais plus la date se rapproche, plus on en parle. Je m'inclus dedans, les journalistes aussi, beaucoup. Dès qu'on te voit, alors t'es prêt, Paris, ça arrive bientôt, constamment. Est-ce que tout ça, ça crée une petite pression, ou est-ce que c'est que de l'excitation pour toi, Asdine? Pour moi, il n'y avait pas vraiment de pression, plus de l'excitation, plus de l'envie de vraiment d'y être.
Et avant, on savait qu'il y avait d'autres étapes. Avant vraiment, déjà, il faut réaliser les minima, il faut... c'est peut-être ça le plus stressant d'ailleurs, non? Je me dis, tout le processus aussi de qualification. Oui, parfois c'est stressant. Cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était 7 à avoir réalisé les minima. Donc, il faut faire un podium au championnat de France pour vraiment être sûr d'aller en grand championnat. Donc, ça, c'est la partie la plus stressante. Et tant mieux, en fait, on a niveau, au niveau densité, on est les premiers au monde, c'est 1500 mètres. Et tant mieux, vraiment, moi, ça me... Ouais, ça te pousse, ça te tire vers le haut aussi. Ça me tire vers le haut et ça fait des belles championnats de France, comme cette année où ça a gagné en 3,33, c'était jamais vu. Et il y a aussi des jeunes qui arrivent ça fait rêver. Bah ouais. Paris 2024, c'est complètement fou, hein, le scénario. Toi, tu es à 2 doigts de sortir en série. Tu finis 9e de ta série. Tu dois donc passer par un repêchage. Tu parviens à te qualifier en demi-finale. Comment tu as géré tout ça, Asdine, émotionnellement? Ça fait beaucoup. Hein. En plus, les courses s'enchaînent. Hein. C'est 3 courses en 3 jours. Alors, en fait, déjà, ça a commencé avant Paris. Ça a commencé à Rome où ma fédé a oublié de me... Oui, c'est vrai. Et ont oublié de m'inscrire au championnat d'Europe alors que j'ai fait le 2e meilleur temps. Et c'était une semaine de stress, c'était une semaine où vraiment je n'étais pas bien. Enfin, on a réussi à être inscrit. Et derrière, juste après la course au championnat d'Europe où je perds la médaille au dernier 40 mètres, 2 jours après, je me blesse parce qu'il y avait vraiment... beaucoup de stress et à un moment, je pense physiquement, on paye ça vraiment. Et j'avais une blessure au dos qui m'a vraiment empêché à partir de Rome de vraiment être à 100%. Championnat de France, je finis 3. Et à partir de là, c'était vraiment un moment de galère. Mais en fait, je voulais quand même faire ces jeux. C'était à la maison. Même si je sais que j'étais pas à 100%, mais je voulais quand même... il y avait ma famille qui sont venus au stade, il y avait ma mère qui était présente aussi au stade, mes 2 coachs, et je tenais vraiment à faire ces championnats, même si je sais d'avance que ça va être compliqué d'être en finale. Mais je croyais vraiment, j'étais persuadé, j'ai dit cette année j'ai couru en 3,29. Je suis 3,30, je suis capable d'aller en finale, mais finalement la blessure et le physique, ça en rattrape. Moi, je voudrais juste que tu me parles de cette course de repêchage. Alors, c'est évidemment une situation très complexe. Hein. C'est soit tu survis, soit c'est terminé pour toi. Le dernier 400 mètres, porté par tout le Stade de France, en fusion, à qui à ta cause. Est-ce que tu peux me décrire ce moment, Asdine? C'était juste un moment incroyable. Je l'ai revu une 2e fois à Paris quand j'ai fait le record de France, le dernier 400 mètres. Le lièvre il s'écarte et là je suis devant et là tous les Français sont relevés comme ça parce que je suis français, on est dans un stade, dans une Diamond League. Et c'est pareil, ça m'a vraiment porté. Je sentais plus mes jambes, je me suis enflammé, je pense. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis enflammé, comme au repêchage. J'avais la douleur au dos, j'en peux plus, mais j'ai dit, en fait, pour ces 80 000 Français qui sont présents aujourd'hui, qui sont levés pour moi, même si je sais, même on perd, on gagne, il était vraiment gentil avec nous et il nous supporte tout le temps. Je l'ai fait, je finis 2. Il faut être dans le top 3 et après la demi-finale, ouais, ça passe pas, tu finis. Ça passe pas parce que en fait déjà il y avait un enchaînement et en plus j'étais pas à 100% de mes capacités et ça a pas passé. Mais là on parle du sportif à Tokyo, à Paris. Moi j'aimerais parler un peu des à côté parce que les Jeux c'est aussi une expérience olympique, hein, on peut le qualifier comme ça. Le village olympique, la cérémonie aussi. Est-ce que tu peux me décrire ces moments que à Tokyo, c'était un peu fade avec le Covid, pas d'ambiance.
Là, c'était différent. C'était Paris, c'était chez toi, c'était la magie des jeux. C'était la magie des jeux. On voyait les jeux partout. Ça a commencé déjà à l'INSEP, parce que moi, je m'entraîne à l'INSEP. On voyait partout les anneaux. On voyait aussi les pubs, à la télé aussi, des émissions par rapport à ça. Et aussi la visite au Stade de France, parce que nous, on avait de la chance de visiter le Stade de France avant la course, donc on n'avait pas cette peur quand tu rentres dans le stade, tu vois les gens, tu vois la... Donc ça, on avait l'avantage d'avoir faire ça. Et c'était juste incroyable, je pense, cette sensation d'arriver au village olympique, parler français, parce que à Tokyo, il faut parler anglais avec les Japonais et manger aussi français, parce qu'on avait l'habitude de rester à la maison et de manger français aussi, c'est un avantage, je pense. T'as goûté le muffin, le fameux muffin du village ou pas? Oui, après la course, oui. Il est vraiment super excellent. bon. Il est vraiment super bon. Ouais. Non, mais c'est vrai que les jeux, c'était extraordinaire. Et tu parlais de cette ambiance folle dans le Stade de France. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment préparer. On peut se le visualiser, on peut tenter. C'est très très dur à se l'imaginer vraiment ce que c'est. Je pense que ça a dépassé toutes tes attentes. Est-ce que quand même, il y a eu un travail fait en amont? Je ne sais pas si toi tu bosses au niveau de la préparation mentale pour gérer un peu tout ça. Alors j'ai travaillé, comme tu l'as dit, on peut préparer, on peut tout faire en amont, mais en fait, la réalité, c'est autre chose. Une fois je suis rentré dans le stade, alors moi, pendant 10 secondes, j'étais un petit peu perdu. Après, j'ai dit, allez, on reconcentre, concentre-toi, tu verras ça plus tard, après les séries. Et je me suis ressaisi. Oui, sinon, j'ai travaillé ça avec ma prépa mentale pour vraiment préparer ça. En équipe de France, il y avait Mehdi Bala qui est intervenu par rapport à Paris 2003, parce qu'il a vécu la même chose. Oui. Il nous a préparé, il nous a dit soyez vraiment prêts parce que ça va être l'ambiance, ça va être vraiment folle. Il nous a dit que lui, en 2003, quand il est rentré, le stade bougeait tellement les Français étaient derrière lui. Ça, tu l'as senti aussi, toi? Je l'ai senti, ouais. Je l'ai senti vraiment. C'est une ambiance incroyable. En plus, la piste, elle était rapide. En fait, tout est sauf que malheureusement, la blessure m'a un peu empêché. Mais c'est pas grave. Je l'ai vécu à 100%. Je me suis dit, en fait, c'est pas grave, il faut faire avec. Et j'étais à 100% dans ces jeux-là. Ouais, et puis la frustration, entre guillemets, aussi des jeux, tu l'as transformé en force, puisque un peu moins d'un an après les Jeux, le 20 juin 2025, tu remportes donc le 1500 du meeting de Paris, la Ligue de Diamant, en établissant le record de France détenu avant par un certain Mehdi Bala, tu en as parlé. Donc tu réalises un chrono stratosphérique, 3 minutes 27 secondes et 49 centièmes. Mehdi Bala, lui, c'était 3 minutes 28 secondes et 98 centièmes, c'était en 2003, justement, qu'il l'avait fait. Moi, je me dis quand même, quand j'ai préparé l'émission, Asdine, dans toute l'histoire de la France, personne n'a couru plus vite que toi sur cette distance, et dans le monde, seulement 5 mecs. Est-ce que ça, tu le réalises, toi? Je pense que je ne le réalise toujours pas. C'est un chrono qui... C'est un chrono... T'as même pas les mots, quasiment. Ouais, j'ai même pas les mots. En France, on n'est que 2 à avoir couru moins de 3,30. Donc Mehdi Bala et moi, et comme tu as dit, au monde, je suis le 6e. Ils sont là, les 5 autres. Tu vois? Hichem, ouais, 3,26,0, 20, 34. Allez, qui tu peux aller chercher là, Asdine? Est-ce que déjà, moi je me dis, donc tu as fait 3,27,49. Tu t'attendais pas à faire ce chrono-là, c'est extraordinaire. Mais est-ce que, au fond de toi, tu te dis, je peux faire mieux, j'ai mieux dans les jambes? Moi, j'ai envie de faire mieux et je vis ça cette année, donc avec plus d'entraînement et pourquoi pas courir en 26 et après courir après une fois j'ai réalisé 3,26. À partir de là, on va voir. C'est pour le record
de France. Et Serre Meeting, j'avais écrit sur la pointe 3,28. Voilà. 3,28 parce que je voulais faire le record de France, mais j'ai jamais pensé faire. C'est quand même fou, hein, parce que tu es quelqu'un qui a énormément d'ambition. Et tu en as eu en écrivant 3,28 sur tes chaussures. Moi, je me dis, mais quand tu as vu le chrono. Parle-moi un peu de la dernière ligne droite. Est-ce que tu vois tout de suite que tu as fait un truc de dingue? Ou ça met un peu de temps à arriver, tu sais, le chrono qui s'affiche? Comment ça se passe? Déjà, le passage en 3 au 2,19 au 1000 mètres, je savais qu'on était sur des bases folles. Et je me sentais vraiment bien. J'ai même commencé à dépasser le lièvre parce que j'avais vraiment les gens qui j'ai envie juste de finir ce 1500 mètres. Je voyais la lumière. Je voyais plus la lumière parce que le record de France, c'était la verte. Ouais. Je la voyais plus et j'ai pensé qu'il y avait une panne de la wavelight, mais en fait, j'étais devant. Ouais. Et le dernier 150 mètres, j'ai senti le Kenyan revenir sur moi. C'est un jeune, je pense qu'il a 17 ans, et il est revenu sur moi. Et j'ai dit, allez, j'ai envie quand même de gagner cette course. On est à Paris, j'ai gagné Rome il y a 2 semaines. J'ai envie de gagner cette course. Et au passage, j'ai passé en fait j'ai passé la ligne d'arrivée, le chrono s'affiche directement. Et là, je pense qu'il y a des photos où j'étais... Ouais. What? Comment ça arrive en fait? Sur le coup, je réalise pas en fait. Ça m'a pris, je pense, une semaine avant de vraiment réaliser que j'ai fait 3,27. Tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, Thomas Sinecki est venu nous parler d'Hicham El Guerrouj, de son fameux record du monde en 98 qui tient toujours 3,26,00. Tu parlais d'un Hicham El Guerrouj dans la zone, tout simplement, où rien ne peut lui arriver. Toi, c'est exactement ce que tu as ressenti pendant cette course, un sentiment de puissance absolue, de légèreté, où tu es inatteignable, où personne ne peut même ne serait-ce que t'inquiéter un tout petit peu. Alors, avant la course, je t'avoue, comme tout le monde, j'avais vraiment les jambes lourdes. Ouais. J'ai dit, allez, je vais faire quelques lignes droites. Il y avait Mehdi qui est venu, il m'a dit, tu peux le faire. Ouais. Il m'a encouragé. Ça te donne un boost supplémentaire quand l'actuel, avant la course, détenteur du record de France, te dit, tu vas battre mon record de France. Tu vas le faire. Ça m'a donné vraiment, ça m'a boosté. Et Mehdi, j'ai toujours une super relation avec lui. C'était un super athlète et aussi un super directeur d'équipe de France. Et il nous encourage sur tous les courses, dans les moments où on est vraiment bien et aussi dans les moments durs. Il a les mots parce qu'il a vécu ça. Et avant cette course, il est venu vraiment, il m'a dit, Asdine, tu peux le faire. Et il est parti. C'était les mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, on se verra après la course. Et après la course, on a pris la photo acte du panneau. Et c'est un souvenir gravé à jamais. 3 mois plus tard, place au championnat du monde, à Tokyo, donc dans le stade olympique en plus. Voilà, les souvenirs des Jeux qui reviennent. Donc sur le papier, tu arrives pour jouer la médaille. Tu es le meilleur performeur mondial de l'année. Tu termines 7e de ta série, alors que seuls les 6 premiers vont en demi-finale. J'aimerais bien, Asdine, te demander les raisons de cette contre-performance, mais est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que tu es à même de l'expliquer, ou encore pour toi maintenant, quelques mois plus tard, c'est encore une incompréhension? Je t'avoue, c'est encore je comprends toujours pas. J'avais des super sensations. La dernière ligne droite, j'ai bien remis, mais je pense ce jour-là, le Sudaf qui a fini 6e, il a fait la course de sa vie. On a analysé la course derrière. Il a fini je pense, il a fini en 12 et quelques. Et moi, je finis en 13,50, donc c'est la dernière ligne droite. C'est pas ma plus grosse perf sur la dernière ligne droite, mais quand même, je finis vite, je ralentis pas. Et j'arrive pas vraiment à lui expliquer, mais maintenant je me projette pour le futur et c'est une déception. Et je pense dans le sport de niveau, on a plus de déceptions que des victoires. Et je me sers de ça pour vraiment pour avoir plus de l'envie d'aller chercher une médaille la prochaine fois et donner tort à gens qui disent qu'il n'est pas bon au championnat.
Ça t'a fait souffrir, ça, justement, tu parles des gens qui te disent, sur les réseaux ou ailleurs, hein, ah ben Asdin, voilà, en championnat, il n'y arrive pas. Est-ce que ça t'affecte? Oui, ça m'affecte parce que les gens ils se rendent pas compte que c'est une course parmi. J'ai couru, je pense, 15 fois cette année, c'est remis 500 mètres. Et si on regarde le pourcentage on va dire, les courses où j'ai perdu et les courses que j'ai gagnées, je pense que j'ai gagné. J'ai été parmi les 3 premiers dans les 80% des courses que j'ai fait. Mais je pense certains retiennent juste les moments. Oui. où Tu sais, ça c'est très, malheureusement, c'est un peu humain, j'ai envie de dire, où Oui. on retient, tu vas faire plein de bonnes perfs, on va retenir le seul moment où ça s'est mal Le passé. seul moment, et même moi, pour moi, c'était une grosse déception. J'ai pris beaucoup de temps à me remettre parce que la dernière fois où j'étais au championnat du monde, j'étais en finale. J'ai fini 11e. Là, j'arrive avec plus d'ambition, avec un chrono solide, ou avec plus de régularité. Donc, je courais en 3,29, 3,30 régulier. Et j'avais des ambitions, et là c'était un échec, et c'était un moment dur. Ouais, un moment dur, mais tu as cette capacité aussi, toi, à Oui. basculer, à switcher, à repartir de l'avant. Alors, dans ces championnats du monde, il y a eu évidemment des déceptions, il y a eu aussi des choses extraordinaires qui se sont passées, notamment le titre de Jimmy Gressier sur 10 000 mètres, ce qui est tout simplement fabuleux. Est-ce que tu penses, toi, que son titre, ça peut changer quelque chose dans la manière dont on est perçu peut-être à l'international, où on se dit, ok, on a un coureur français qui est capable de gagner une médaille mondiale sur 10 000. Est-ce que tu penses qu'on va peut-être nous prendre plus au sérieux qu'avant, après cette performance de Jimmy Gressier? Je pense que déjà, on prend déjà au sérieux au niveau international. On avait déjà des grands champions comme Renaud à la perche. Plus sur les courses de fond, je parle. Hein. Les courses de fond, oui, ça dépend le schéma de course. Ça dépend le schéma de course. Et c'est une course tactique, tous les athlètes, ils ont leur chance de vraiment de gagner, que ce soit des Français ou des Européens ou autres. Et on l'a vu sur ce championnat, où aussi le Suédois aussi fait 2, je pense, ou 3. Et l'année dernière, on l'a vu aussi au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, où Grant Fischer il a fait 2 médailles. Non, mais maintenant ça a changé. Les courses de fond et demi-fond, ça a changé, et c'est plus que des Kenyans ou des Africains qui gagnent maintenant. Les Européens, ils arrivent à se placer devant et être champion du monde, champion olympique. Oui, et puis je pense que des athlètes comme Jimmy, comme toi aussi avec vos parcours de vie, vous êtes des durs au mal aussi, hein, ça inspire la nouvelle génération qui vous regarde et qui ils se disent, bon, ok, on peut le faire aussi. On peut s'inscrire dans des clubs d'athlétisme, progresser, s'accrocher et peut-être un jour aller décrocher aussi des médailles mondiales, européennes, voire olympiques. Ça commence comme ça. Moi, quand j'étais petit, parce que j'ai vu un athlète gagner aux Jeux Olympiques, ça m'a inspiré. J'avais 11 ans, et j'espère on inspire des athlètes, des jeunes, déjà pour faire du sport, n'importe quel sport, soit l'athlétisme, soit le basket ou ping-pong, tant que sortir de chez soi, d'aller faire un sport, et j'espère en inspire plus pour faire de l'athlétisme, parce que c'est mon sport préféré, et j'espère avoir plus de monde sur 1500 mètres et sur mon athlétisme ou sur 1500 mètres. Et on te retrouvera, Asdin, sur 1500 mètres dans quelques temps. Pas si longtemps que ça finalement. Los Angeles 2028, ça arrive très vite. On en parle dans Chaud Devant. Alors, Asdin, en quoi le Asdin Abs de 2028 sera différent de celui de 2021 et de 2024? Alors, je pense qu'il aura plus d'expérience, il aurait travaillé ses points faibles. Et, qui sont qui sont pas mal. Tu dois en citer quelques-uns, j'ai des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, je pense que c'est plus comme ça.
Ah, mais c'est bien. Non, mais attends, si tu cherches, c'est que c'est bien. Hein, parce que... Oui, non, mais il y a très peu d'axes d'amélioration. Mais c'est ça, en fait, parce que c'est des détails. En sport de haut niveau, c'est des petits détails qu'il faut encore travailler et retravailler. Et donc, 2028, plus d'expérience, moins de difficultés à passer les séries, voilà. Ouais, série, demi, on espère. La finale, alors les compétitions d'athlétisme, elles auront lieu dans un très beau lieu, hein, à Los Angeles, au Memorial Coliseum. On a quelques photos à te montrer, Asdine, pour peut-être te projeter. C'est magnifique. Là, je suppose que tu t'y vois déjà, c'est un lieu assez exceptionnel quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un des plus beaux stades au monde, stade d'athlétisme. Ouais. J'espère d'être en 2028 et défendre le drapeau français, défendre mes chances aussi de médaille sur 1500 mètres. Les États-Unis, j'ai envie de dire, ça te réussit plutôt bien. Asdine, hein, en février 2025, toi, tu es parti une semaine, tu es revenu avec quelques records de France dans les bagages, hein, celui du 3000 mètres en 7:31:50, réalisé à Boston. Il a été battu depuis par Jimmy Gressier quelques jours après d'ailleurs. Et puis quelques jours plus tard, celui du mile, donc le 1609 mètres, hein, c'est la distance du mile, à New York en 3:47:56, un record que tu as amélioré encore une fois, où ça? Aux États-Unis, à Eugene. Donc j'ai envie de dire, il se passe à chaque fois des trucs quand tu vas aux États-Unis. Maintenant, Los Angeles, c'est pour toi. Chaque fois que je cours aux États-Unis, j'ai fait des belles courses. J'espère que je vais continuer sur cette lancée et de réaliser, d'avoir ma médaille à Los Angeles. Aux États-Unis, il se passe plein de trucs. Et figure-toi, Asdine, que mon envoyé spécial nous a tout révélé. On l'écoute. Je vous raconte une petite anecdote sur Asdine qui pour moi le définit super bien. Il faut savoir que du coup Asdine il était aux États-Unis l'année dernière pour la saison indoor. Il y a fait des miles et des 3000. Et du coup il s'est retrouvé au même meeting qu'un de ma copine. Et j'appelle ma copine tranquille. Je lui dis ouais, alors Asdine est-ce que ça va et tout. C'était juste avant, 40 minutes avant le 3000. Et il s'avère qu'il n'était pas parti s'échauffer. Je sais pas ce qu'il faisait. Mais en tout cas, après, il s'est motivé en sachant que 40 minutes, du coup, c'est très très court juste avant une course pour nous. Et après ça, il bat le record de France du 3000 tout seul comme un bonhomme. Et franchement, pour moi, ça a été un des moments où il m'a le plus impressionné, mais parmi tant d'autres moments. Mais qui, je trouve, le définit super bien. Il est toujours hyper détendu, il arrive à gérer tous les problèmes, etc. Donc franchement, ça m'a forcé le respect. Et voilà, c'était un des moments que j'ai trouvé super marquant. En tout cas, gros bisous à tous les deux et bon courage. Paul Anselmini, spécialiste des 800 mètres que tu connais très très bien. Alors, il dit que tu es détendu avant les courses, tranquille. Oui, j'étais, c'est vrai, à Boston, j'étais vraiment détendu. Il faut être détendu, je pense, parfois, parce qu'on est tellement stressé avant les courses, avant les championnats, que ce jour-là, je suis arrivé, je lui ai dit, c'est un 3000, j'ai le temps, c'est 15 tours de piste, donc j'ai plus de temps que c'est un 1500 mètres. Et c'est un pote à moi, vraiment. J'aime trop ce jeune, il est talentueux et intelligent, super sympa. Bon, l'athlétisme, on le sait, c'est un sport dur, très dur même. Et on va en parler tous les deux, Asdine, dans une séquence un peu plus intimiste de l'émission. Je vais venir dans le canapé avec toi. Ouais. C'est au coin du feu. Allez, la petite place qu'avait Thomas Sinecki. Je suis un peu plus léger, ça tombe bien, un peu plus de place à côté de toi. Moi, je voudrais, Asdine, que tu me décrives un peu la relation que tu entretiens avec la course à pied. D'accord. Qui parfois est très complexe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Moi, je qualifierais ça de... J'ai couru un petit peu, bon, évidemment pas à haut niveau, mais je qualifierais ça de relation un peu toxique, parfois. En même temps, tu y vas, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que ça va être dur, tu y retournes toujours. Des fois, il y a des échecs, c'est très très dur, c'est un sport où à l'entraînement, tu peux vomir, ou parfois, comme tu dis, tu as parlé d'acide lactique en début d'émission, la souffrance est très présente. Est-ce que du coup, toi, tu peux me décrire la relation actuellement que tu entretiens
avec la course? Alors, en ce moment, c'est plus une relation de plaisir, de prendre beaucoup de plaisir à courir. C'est une période dans l'année où vraiment on fait beaucoup de foncier. Donc, vraiment, là, c'est plus retrouver juste le plaisir de courir, d'être léger, d'avoir les sensations. Mais bientôt, ça va, je pense en janvier, ça va, on va bousculer sur la prépa lactique. Et là, ça va devenir une relation, comme tu as dit, toxique. Oui, il y a des moments au cours d'une séance où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas qu'une séance, toutes les séances en fait. Les séances, ouais. Juste avant de commencer, je regarde et je dis en fait, qu'est-ce que je fais là? Je vais souffrir encore pour je sais pas combien de fois de l'année. Ouais. Mais on retourne toujours parce que j'aime ça et c'est le seul endroit où je me sens vraiment bien, malgré la souffrance de l'entraînement, malgré que c'est dur, c'est très 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 dur. C'est un des sports, je pense, où on tient longtemps le max de notre fréquence cardiaque. Donc non, moi Tu penses quand tu cours? Moi, je me demande, tout à l'heure, en arrivant dans nos locaux, tu m'as dit, ouais, il n'y a pas longtemps, je me suis fait un 6 fois 1500 sur tapis. Ouais. Est-ce que ton cerveau est complètement déconnecté? Est-ce que justement, tu as le temps, en enchaînant les kilomètres, de penser à plein de choses? Comment ça se passe à ce début? En fait, ça dépend de la vitesse. Quand on court à 800 mètres, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps, c'est un 1500 aussi. Mais plus c'est long, plus ouais, je pense on peut penser. Par exemple, sur les footings et tout, bah moi je fais ma to-do list. Je dis allez tiens, je vais faire ça quand je rentre. Il faut que je pense à ça et ça m'aide aussi à ranger un peu mes idées. Mais sinon, sur les séances où ça va vraiment vite, bah non, on n'a pas le temps. En fait, on se concentre vraiment pour aller vite. Moi, j'aimerais parler d'une chose avec toi, Asdine, aussi. Et ça va parler aussi aux coureurs amateurs, je pense, c'est le chrono, la montre. Parce que c'est dur. On est dans un sport où le chrono, il ne ment pas. Il est dur avec toi-même. Si tu te plantes, tu le sais tout de suite. Tu regardes la montre et tu sais que tu t'es planté. Ouais. Est-ce que toi, parfois, tu as pu être un peu enfermé, prisonnier du chronomètre? Bah, parfois, mais maintenant, j'essaie avec le recul, j'essaie vraiment d'être vraiment détaché de ça, de courir plus avec les sensations, sur des footings ou même sur des séances, par exemple à la fin, où je lance le chrono au début et je le regarde à la fin, juste pour savoir si vraiment j'ai des bonnes sensations. Mais sinon, oui, j'essaie le max de vraiment d'être détaché de ça. Alors Asdine, je pense aussi que parfois il y a des séances où tu passes à côté. Oui. Voilà, hein, où tu n'es pas dans les temps, où tout simplement ça ne va pas bien, tu n'as pas les jambes. Comment on fait après ces séances-là pour ne pas perdre confiance? Pour tout de suite se dire, c'est qu'une séance, la prochaine ça ira mieux. Bon là maintenant avec l'expérience, je suppose que c'est plus simple pour toi, mais est-ce que dans tes jeunes années d'athlète, parfois ça a pu un peu te plomber de rater des séances? Oui, bah, quand on est jeune avec moins d'expérience, bah, quand on rate une séance, bah, ça nous met un coup de dur. On dit ah, en fait, je suis pas bien. Mais maintenant, au contraire, je dis c'est normal en fait de rater des séances. C'est normal, mais pas beaucoup. Mais de temps en temps comme ça peut arriver. Un manque de sommeil, un problème personnel. Ça peut vraiment jouer sur ça et on peut rater des séances. Mais pour moi, ça reste juste de l'entraînement. Mais par contre, en compétition, là, je suis à 100% et justement pour pas rater des séances. Dernière question avant de passer à la dernière séquence. Asdine, l'athlétisme prend énormément de place dans ta vie. Est-ce que tu parviens facilement à séparer l'athlète, le sportif, de l'homme? J'essaie au max, comme il a dit Paul, je suis détendu et j'essaie vraiment dès que je sors de l'entraînement, de laisser ça de côté et de faire autre chose, d'avoir d'autres passions pour vraiment et faire d'autres choses avec ma compagne qui est en dehors de l'athlétisme. Et ça aussi, ça m'aide pour faire autre chose et vraiment sortir de cette routine de l'entraînement, de compétition, de chrono. Et c'est vraiment important, même pour que ça soit amateur ou professionnel, il faut vraiment couper de temps en temps de ça et pas être
à 1000% dans l'athlétisme ou dans n'importe quel sport, hein, parce que je pense que c'est un problème de tous les sportifs d'être tout le temps dans leur sport, de parler sport, de manger sport. Identitaire un peu. Hein. Oui, je pense, oui. Ouais. Bah, tu sais quoi, nous on va faire un peu autre chose, ça te dit? Allez. Ouais, on a assez parlé athlé. C'est parti. Allez, c'est parti pour le tout feu tout flamme. Alors, une petite tier list. Asdin, donc 5 catégories. Flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Cendre, c'est nul, c'est des trucs que t'aimes pas. Flamme olympique, c'est le top du top. Il y a plusieurs éléments sur cette petite tablette que je vais te passer. Et tu vas les classer selon tes préférences. Tu me dis tes choix, tu nous expliques un petit peu. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Alors c'est quoi, attends? Alors l'acide lactique. Oui, l'acide lactique. Ah, tu mets flamme olympique? Flamme olympique, c'est le meilleur. Hein. C'est le top du top. Hein. C'est... Tu le mets en meilleur, l'acide lactique? Les interclubs. Les interclubs, donc c'est voilà, quand on est en athlétisme, c'est un petit événement qui arrive au mois de mai, hein, à peu près, où tous les clubs se réunissent et on fait une compétition interclub, d'où le nom. Coup de pointe, donc sans... T'en as déjà pris pas mal, des coups de pointe? Ouais. Beaucoup. Ouais, je dirais... Strava, feu de camp. Feu de camp, ouais. Donc il y a une application célèbre de course à pied, t'es dessus, toi? T'es beaucoup dessus? Oui, bah, j'essaye de partager beaucoup sur l'application. Zidane, flamme olympique, évidemment. Zidane. Flamme olympique, et regarde, ouais, on a dégoté une petite photo de toi avec la légende. Ah oui, Zidane. J'avais la chance de le rencontrer avec mon partenaire, avec mon sponsor Adidas. Et... Il t'a dit quoi? Vous avez parlé un petit peu? Vous avez discuté? On a discuté un petit peu. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. On était invités une dizaine. Ouais. Et on a pris un moment avec lui, discuter 2-3 minutes. Et c'est déjà incroyable de rencontrer une légende. Tu m'étonnes. Le trail, ouais, je dirais feu de camp. Ah, d'accord. Quand il y aura un Asdin un petit peu plus vieux, peut-être que le trail, ça peut potentiellement être quelque chose qui... Pourquoi pas? Ouais. J'aime bien la nature, j'aime bien courir longtemps. Zanzibar, ouais, je dirais, j'étais à Zanzibar, j'ai trop aimé. Flamme olympique, Zanzibar. Les séances sur piste. Sur tapis. Ouais, sur tapis, feu de camp, ouais. Feu de camp. Ça, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'il n'aime pas, Asdin, hein, c'est bien. Les lasagnes épinards chèvre, moi je dirais plus des lasagnes... Ouais. Je sais que ton plat préféré c'est lasagne, mais lasagne épinard chèvre, ça divise un petit peu. Ouais, je sais pas. Handball, ouais, j'ai essayé, je dirais briquet. Briquet, moyen. Forrest Gump, ouais. Ah, Forrest Gump. Ouais. C'est. Flamme olympique. Moi, je suis pas trop fan. Je veux dire, ah ouais, pourtant t'aimes bien Adèle. Moi je me suis dit, Adèle c'est une voix, tu vois. Céline Dion, c'est quand même aussi. La cantine de l'INSEP, ça dépend les jours. Je pense allumette. Hein. Oula, ouais, moyen. Ouais. Les bains de glace, j'aime bien feu de camp. Ah, t'aimes bien, ok. Ouais. Donc maintenant, Asdin, pour terminer cette séquence, entre l'acide lactique, Zidane, Zanzibar et Forrest Gump, pour toi, le meilleur truc, c'est quoi? Je dirais l'acide lactique. L'acide lactique, ouais. Bon, ben, vous voyez, on parlait de la relation un peu complexe qu'on peut avoir avec la course à pied. T'en es le parfait exemple. Je te demande la meilleure chose, c'est l'acide lactique. Ben, voilà. Mais bon, c'est vrai que l'acide lactique, parfois, ça montre qu'on a travaillé et ça procure quelques sensations sympas quand même aussi. Oui, ça montre qu'on a travaillé et ça donne de la confiance, je pense, du travail réalisé. Ouais. Et le travail réalisé, tu vas encore en faire, en bouffer, des entraînements, mais tout ça pour décrocher des très belles médailles et faire plein de records. Merci beaucoup, Asdin. Merci pour l'invitation. Et puis je te souhaite une très bonne continuation. Moi, je vais remercier toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation et Clément Ritter au son. Passez une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Sans Flamme. Salut tout le monde.